Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable mystère vieux de plusieurs millions d'années, littéralement enfoui sous nos pieds, au cœur de la croûte continentale. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la terre ferme. On va parler de chaleur absolument extrême, de pression colossale et de transformations géologiques tellement dingues qu'elles redéfinissent les paysages qui nous entourent. C'est parti pour une plongée au centre du fourneau terrestre. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Voici l'énigme qui nous intéresse. Quand on se balade en surface, là où les continents sont entrés en collision pour former des montagnes, on tombe très souvent sur deux types de roches posées juste côte à côte. Les roches métamorphiques d'un côté et les roches granitiques de l'autre. À première vue, ça n'a aucun sens, elles ont l'air de venir de mondes complètement différents. Mais en géologie, les apparences sont souvent trompeuses. Il y a en fait une connexion secrète, un lien direct entre ces deux-là. Première étape de notre enquête, le mystère de l'Orica. C'est une véritable scène de crime géologique. Pour comprendre, il faut se rendre sur le terrain, direction la vallée de l'Orica, au Maroc. Sur place, on observe un truc vraiment bizarre. On a trois roches super différentes qui cohabitent d'une manière qui défie toute logique. D'abord, on a le granit, qui s'étale sur des zones gigantesques, mais avec des bords super flous, un peu comme une tache d'encre. Juste à côté, on trouve du gneiss. Ça, c'est une roche qui a été complètement écrasée et transformée par des forces tectoniques immenses. Et pile au milieu de ce chaos, on tombe sur la migmatite, une roche complètement hybride. C'est un vrai casse-tête. Et c'est justement cette migmatite qui va nous servir de suspect principal. Son nom même veut dire mélange. Physiquement, c'est saisissant. Elle a des parties très claires qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à notre fameux granit, et ces parties sont complètement entortillées avec des zones sombres et dures qui sont, du gneiss. Ce mix incroyable, c'est la preuve visuelle d'un événement ultra violent. En fait, la roche a commencé à fondre. C'est ça la clé. C'est notre fameux chaînon manquant. Section 2, la comparaison entre le gneiss, la migmatite et le granit. Passons à l'analyse de leurs empreintes digitales. Alors là, accrochez-vous parce que ce que l'on découvre en regardant ces roches au microscope est fascinant. Visuellement, leurs structures n'ont rien à voir. Le gneiss est folié, comme un millefeuille écrasé sous la pression. Le granit, au contraire, est grenu, avec de gros cristaux formés tranquillement, sans aucune contrainte d'orientation. Et la migmatite, c'est le mix parfait des deux. Mais le vrai rebondissement, il est dans la chimie. Que l'on prenne le gneiss, la migmatite ou le granit, on trouve exactement, et je dis bien exactement, les mêmes minéraux, du quartz, de la biotite et du feldspath. C'est la même recette partout. Et bim, la conclusion tombe sous le sens. Si on a les mêmes ingrédients de base, mais que l'architecture finale est si différente, c'est qu'il y a forcément une origine commune. L'explication est claire, notre roche de départ, le gneiss bien solide, s'est mise à fondre. Si elles fond juste un peu, ça donne ce fameux mélange hybride, la migmatite. Et si elles fond complètement, ça fait du magma liquide qui, en refroidissant très lentement, devient ce fameux granit plein de cristaux. Tout est lié. Ce qui nous amène au point 3, le phénomène d'anatexie, ou comment la croûte terrestre se transforme en un gigantesque four. Et un four, c'est vraiment le mot juste. La roche solide se retrouve piégée dans des conditions infernales. Suivons un peu le scénario. Tout commence très très profond, quand les plaques tectoniques se rentrent dedans. La chaleur et la pression explosent, et boum, ça crée notre gneiss. Ensuite, la magie opère. La pression diminue avec le temps, mais la chaleur, elle, reste extrême. C'est le déclic. Ce qu'on appelle l'anatexie démarre. La roche commence littéralement à transpirer du magma. Elle fond. Et une fois que tout se calme et que la température rebaisse, cette soupe de roche se fige pour devenir soit notre migmatite, soit notre granit. Section 4, le granit et le métamorphisme régional. Voyons ce qui se passe quand le refroidissement se fait lentement, sur place. Alors, une fois que ce magma est créé, il a deux chemins possibles. Le premier scénario, c'est l'option sédentaire. Le magma, issu de la fonte du gneiss, est, disons, un peu paresseux. Il ne bouge pas, il reste emprisonné là où il a été fabriqué, à des kilomètres de profondeur, et il refroidit à un rythme incroyablement lent. Ce processus très paisible donne naissance à ce qu'on appelle le granit anatectique. Et comme il se forme sur place, sans bouger, il va s'étaler sur d'énormes régions. C'est d'ailleurs pour ça que tout autour de ce granit, on retrouve toujours cette fameuse roche à moitié fondue pour l'encadrer, la migmatite. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière partie, le granit intrusif. Cette fois, le magma est en mouvement. Et oui, parce que le deuxième scénario est beaucoup plus explosif. Des fois, ce magma brûlant refuse de rester bloqué au fond. Il devient plus léger et il commence à remonter violemment vers la surface. Pour bien comprendre, prenons le fameux granit de Zapper. Contrairement au granit précédent, celui-ci occupe une toute petite zone, moins de 10 km², avec des bords super nets et tranchants. Mais le plus impressionnant, c'est que pendant sa remontée, ce magma agit comme un chalumeau. Il cuit littéralement toutes les roches qu'il traverse. Ça crée une espèce de halo de chaleur tout autour de lui, ce qu'on appelle une auréole métamorphique.
Le point absolument fascinant ici, ce sont les preuves chimiques que ce chalumeau laisse derrière lui. Plus on s'approche de ce fameux granit intrusif, plus les roches autour sont cuites et recuites. Les minéraux qui aiment les températures basses, comme la séricite, s'évaporent complètement. Et à la place, on voit apparaître des minéraux de l'extrême, comme la cordierite et la silimanite. Eux, ils ont besoin d'une chaleur monumentale, mais de peu de pression. C'est la preuve irréfutable de cette cuisson flash, ce métamorphisme de contact provoqué par le magma en balade. On a donc maintenant notre tableau complet et c'est génial de voir comment un seul événement, l'anatexie, peut aboutir à deux résultats aussi différents. D'un côté, on a le granit anatectique, notre géant endormi qui refroidit très lentement sur de vastes surfaces et témoigne du métamorphisme régional. Et de l'autre, on a le granit intrusif, le voyageur pressé qui remonte, vient s'incruster juste sous la surface, sur de toutes petites zones, et grille littéralement son empreinte dans la croûte environnante grâce au métamorphisme de contact. C'est une dynamique incroyable. Finalement, cette analyse nous amène à une réflexion assez vertigineuse, vous ne trouvez pas? On imagine souvent la Terre sous nos pieds comme quelque chose de solide, de figé pour l'éternité. Mais en fait, à l'échelle des temps géologiques, c'est une machinerie en perpétuelle ébullition. Des morceaux entiers de la croûte continentale peuvent s'enfouir, fondre sous des chaleurs apocalyptiques, pour ensuite recristalliser ou remonter vers la lumière. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur les forces inimaginables qui continuent de modeler notre planète à l'instant même où nous parlons? Eh bien, ça donne envie de rester curieux et de continuer à déchiffrer les indices que la nature sème un peu partout. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration d'aujourd'hui et à très vite pour percer de nouveaux mystères.